Bien, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous procédons aujourd'hui à une audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de notre commission en application de l'article 58.2 de la loi organique relative aux lois de finances sur les scénarios de financement des collectivités territoriales. Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, accompagné de M. Christian Charpy, président de la première chambre de la Cour, et de plusieurs magistrats qui ont préparé cette enquête. Ces dernières années ont vu de profondes modifications des ressources des collectivités locales, caractérisées par une stabilité en volume, on va dire, des transferts financiers de l'État, une diminution de la fiscalité locale et un renforcement de la péréquation. L'autonomie fiscale se réduit fortement et de nouvelles propositions sont formulées dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques sur l'encadrement des dépenses des collectivités locales. Une réflexion doit donc être engagée sur la réalité de leurs charges de fonctionnement, elle est toujours engagée, mais aussi d'investissement, qui détermineront leurs besoins de financement, et sur le panier de ressources dont elles pourraient bénéficier pour répondre aux éventuelles évolutions prévisionnelles de leurs charges. Compte tenu de l'ampleur de ces questions, qui d'ailleurs agitent les esprits depuis de bien nombreuses années, nous avons, avec le rapporteur général et mon collègue rapporteur spécial Charles Guené, choisi de confier à la Cour des comptes une mission de réflexion approfondie sur ce sujet. Je remercie les magistrats de la Cour pour les échanges nombreux que nous avons eus tout au long de la préparation de leur rapport. Je rappelle à chacun que cette audition est ouverte à la presse et retransmise sur le site internet du Sénat. Je donne donc tout de suite la parole au président Moscovici. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur de la mission en relation avec les collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour présenter le rapport de la Cour des comptes. Je pense que les micros ne marchent pas. Si, marche. Sur les scénarios d'évolution du financement des collectivités territoriales. Conformément à la mission constitutionnelle d'assistance de la Cour au Parlement, à laquelle je suis très attaché, vous avez demandé au mois de janvier 2022, comme vous l'avez dit, cette enquête thématique que je crois très importante pour l'avenir de nos finances publiques et en particulier des finances publiques des collectivités territoriales. Sa publication intervient à un moment opportun puisque l'examen, les discussions parlementaires sur la loi de finances et sur la programmation des finances publiques débutent dans l'autre assemblée. Vous nous aviez en effet demandé de rendre ce rapport à ce moment pour qu'il puisse précisément éclairer le débat budgétaire. Au terme d'une instruction menée donc avec diligence, qui a associé à 3 reprises, vous l'avez signalé, certains membres éminents de votre commission, donc il y a eu une interaction entre nous, je suis heureux de pouvoir vous en partager nos conclusions qui sont, je l'espère et je le crois, de nature à éclairer précisément vos débats et vos propres arbitrages. Ce rapport a été délibéré par ce que nous appelons chez nous une formation interjuridiction, c'est-à-dire une formation associant des chambres de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, ce qui était indispensable pour avoir le double éclairage à la fois national et territorial. Il eût été absurde, je crois, de le faire uniquement depuis Paris en quelque sorte. Pour vous le présenter, sont présents à mes côtés le président de la première chambre, Christian Charpy, qui a présidé cette formation, ainsi que l'équipe des rapporteurs, Mme Lignot-Leloup, rapporteur général de la formation commune, Mme Falzone-Allard, M. Lyon et en tant que contre-rapporteur, M. Glimet. Et je veux les remercier avant toute chose pour leur travail qui a été considérable et que je crois assez remarquable. Ce rapport, à la demande du Sénat, intervient dans un contexte particulier pour les finances publiques locales. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et la baisse des impôts de production ont en effet profondément modifié le panier de recettes de tous les niveaux de collectivité depuis 2021, avec notamment, vous le savez bien, une part croissante
des impôts nationaux partagés avec l'État. Il en est résulté, pour les exécutifs locaux, une certaine baisse de maîtrise de leur financement. De même, la loi de programmation de finances publiques qui s'achève avait prévu un mécanisme de contractualisation entre l'État et les grandes collectivités territoriales visant à encadrer l'évolution de leurs dépenses. Ce mécanisme est connu sous le nom de contrat de Cahors. Il a été suspendu avec la crise sanitaire, mais le projet de nouvelle loi de programmation des finances publiques prévoit un mécanisme d'inspiration comparable pour faire participer les collectivités territoriales au redressement des finances publiques. Enfin, le retour de l'inflation crée une tension et, disons-le, une inquiétude nouvelle sur les budgets des collectivités. Voilà pour le contexte. Ce rapport que nous vous présentons aujourd'hui n'a pas vocation à traiter de ces deux derniers sujets, mais dans la perspective de la définition d'une trajectoire soutenable des finances publiques à laquelle, vous le comprenez, la Cour est très attachée, il vise à examiner les évolutions possibles des modalités de financement des collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes et leurs groupements. Le rapport dont je vais vous présenter les grands messages met d'abord en évidence la nécessité de réformer le système de financement des collectivités territoriales. Ensuite, il présente plusieurs options possibles de financement qu'il vous appartiendra de débattre, à partir desquelles la Cour, pour répondre à une demande explicite de votre commission, je le précise, dresse un scénario de réforme possible. Nous ne l'avons pas forcément fait d'initiative, mais nous répondons là à votre demande. Enfin, il identifie plusieurs conditions: le dialogue, le partage de données, la simplification, l'anticipation, qui sont à nos yeux nécessaires pour une nouvelle gouvernance des finances publiques locales qui soit la base d'un pacte de confiance renouvelé entre l'État, les élus et les citoyens. Quelques mots, pour commencer, sur la situation financière des collectivités territoriales et sur les évolutions récentes des ressources locales. Comme nous l'avons déjà souligné dans notre rapport sur les finances publiques locales, la Cour observe qu'après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, les collectivités ont vu leur situation financière s'améliorer incontestablement en 2021. La reprise de l'activité et les crédits consacrés aux mesures de soutien aux collectivités en 2020 et 2021 par l'État, à hauteur de 2,6 milliards d'euros, leur ont permis d'atteindre un niveau d'épargne supérieur à celui d'avant la crise, soit 41,4 milliards d'euros. Leur situation financière est favorable, avec un excédent de 4,7 milliards d'euros fin 2021. Le contexte du retour de l'inflation, qui pèse, vous le savez bien, sur les achats des collectivités, et la hausse du point d'indice des fonctionnaires, décidés pour maintenir leur pouvoir d'achat, vont probablement modifier cette situation favorable en 2022 et 2023, même si les ressources fiscales des collectivités, notamment les taxes foncières, s'agissant du bloc communal, sont-elles dynamiques. Le manque de lisibilité d'une part, l'évolution profonde des sources de financement d'autre part, appelle désormais une réflexion d'ensemble sur les finances locales. Des ressources issues d'une sédimentation historique, sans révision d'ensemble, rendent aujourd'hui ce financement peu compréhensible, à la fois pour les responsables locaux et pour les contribuables, avec des inégalités qui se creusent entre les territoires. La structure de financement des collectivités a connu des réformes nombreuses, affectant les trois principales ressources: fiscalité locale, fiscalité nationale et dotation. Ces réformes n'ont pas toujours été accompagnées d'une réflexion sur le mode de financement des collectivités. L'augmentation de la part des impôts nationaux partagés avec l'État, avec le transfert des parts de TVA décidé en 2017, a en partie brouillé la distinction entre impôts nationaux et impôts locaux. La suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, à partir de 2021, conduit également à ce que les régions ne disposent plus de ressources directement attachées à l'activité économique sur leur territoire. Quant aux départements, ils ont perdu en réalité l'essentiel de leur pouvoir de taux avec le transfert des taxes foncières aux communes. Enfin, avec la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales,
La fiscalité du bloc communal repose désormais principalement sur le propriétaire du foncier et non plus sur l'habitant. Voilà un constat rapide, mais qui me semble assez clair. Ce système de financement est assez unanimement critiqué. Les principes fondateurs des finances locales ont en effet, à travers ces évolutions, perdu de leur pertinence. En raison de la part croissante de la fiscalité nationale au sein de leurs ressources propres, l'autonomie financière des collectivités, telle que mesurée par les ratios définis en 2004, progresse. Mais ça ne rend pas compte de la perception par les élus locaux d'une perte de maîtrise de leurs ressources. La péréquation des ressources entre collectivités souffre d'un manque d'objectifs clairement définis et évalués. Et la solidarité horizontale reste, elle, trop peu développée au sein de chaque niveau de collectivité. Les modalités de compensation des transferts de compétences ont conduit à émietter les transferts de fiscalité au prix de la lisibilité d'ensemble. Enfin, le système de répartition des dotations et subventions apparaît complexe, peu prévisible, sans corriger non plus suffisamment les écarts de ressources. Au total, alors que les élus que vous êtes, et dont vous êtes aussi les représentants, ont plus que jamais besoin de pouvoir se projeter et anticiper, à la mesure que leur rôle d'investisseur public prend de l'ampleur, le système de financement, de son côté, est devenu peu lisible, faiblement maîtrisé et ne garantit pas l'équilibre des budgets locaux. Ce qui a pour conséquence qu'une réflexion globale sur l'adéquation entre les missions et les ressources est aujourd'hui nécessaire. Pour cela, et c'est mon second point, nous avons souhaité vous présenter, il me semble que c'était la réponse à votre demande, 3 options polaires, comme dit le rapport, selon chaque type de financement et qui reposent sur plusieurs critères d'appréciation. À partir de cette grille d'analyse, la Cour présente un scénario de réforme possible sur le financement des collectivités territoriales pour le rendre plus lisible et plus résilient. Nous nous sommes inspirés de modèles retenus à l'étranger et après échange avec les associations d'élus locaux, car nous l'avons fait bien sûr, nous avons identifié 3 critères d'évaluation de la réforme du financement des collectivités. Premier critère, c'est l'équilibre, pour renforcer la lisibilité et la prévisibilité des financements, pour garantir la soutenabilité des finances locales et la maîtrise de leurs ressources. Deuxième principe, deuxième critère, la territorialisation des ressources, pour renforcer le lien entre territoire et contribuables et aussi la capacité d'action des collectivités. Enfin, troisième critère, c'est la solidarité pour réduire les inégalités entre collectivités par une répartition équitable à la base des ressources jusqu'à des mécanismes correcteurs de péréquation. Pour susciter la réflexion, je vous l'ai dit il y a un instant, la Cour a examiné 3 options que nous appelons polaires, car elles sont réparties sur des pôles, il peut y avoir des intermédiaires sans doute, en portant à son maximum la part de financement des collectivités territoriales résultant d'un des 3 types de ressources. Soit un financement essentiellement par des ressources locales, des impôts locaux, des redevances, dont l'objectif principal d'une véritable territorialisation des ressources. Soit un financement accru par des impôts nationaux partagés, par lesquels les collectivités gagneraient en prévisibilité, en dynamisme de recettes. Soit, enfin, un financement renforcé par des dotations de l'État, dans le respect, bien sûr, du principe d'autonomie financière des collectivités. Je précise, pour éviter tout malentendu, que ces scénarios polaires sont volontairement théoriques et qu'ils permettent, d'une part, à nos yeux, d'identifier le bon curseur d'une réforme du modèle de financement, quel type de ressources pour quel niveau de collectivité, et d'autre part, de définir les principes fondamentaux de cette réforme. Au terme de cette analyse, la Cour constate que les marges de progression des ressources locales dans le financement des collectivités territoriales sont désormais limitées, sauf à, bien sûr, recréer un impôt résidentiel touchant le plus grand nombre, ce qui relève d'un choix politique lourd. Par ailleurs, la Cour estime que ces marges seraient essentiellement mobilisables pour le bloc communal, donc pas pour les autres. L'augmentation du partage des impôts nationaux est une option possible, en mobilisant sans doute
d'autres impôts nationaux que ceux aujourd'hui partagés. Ainsi, si la part de TVA partagée peut sans doute être encore un peu augmentée, comme l'a d'ailleurs annoncé le gouvernement pour compenser la suppression progressive de la CVAE, il serait dangereux, de l'autre côté, de priver l'État d'une ressource dynamique. D'autres impôts nationaux pourraient être sollicités comme l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, à l'instar de ce que font d'ailleurs certains de nos voisins. À l'inverse, la Cour estime qu'il serait préférable de concentrer sur l'État les impôts liés à l'énergie ou aux véhicules automobiles, afin de pouvoir mobiliser plus facilement cette fiscalité dans le cadre de la transition écologique nécessaire. Enfin, tout en notant que certains pays y ont largement recours et que ce type de financement paraît adapté pour certaines dépenses décentralisées, la Cour constate que l'augmentation de la part des dotations dans le financement des collectivités locales resterait contrainte par les ratios d'autonomie financière prévus par la loi et qu'elle ne remporterait pas l'adhésion des associations d'élus. Tout ça veut dire que ce n'est pas simple en réalité. À partir de ces scénarios polaires, la Cour tire des principes qui devraient éclairer une réforme du cadre des financements des collectivités territoriales. Le premier principe d'une réforme serait de contribuer à la libre administration des collectivités territoriales avec un système de financement qui renforce la lisibilité et qui facilite l'exercice des responsabilités. Ensuite, afin de renforcer ce qui est indispensable, le lien entre le contribuable et le territoire, il convient de recentrer la fiscalité locale restante sur le bloc communal, échelon de proximité, seul doté d'une compétence générale, et de supprimer autant que possible les multi-affectations d'impôts locaux. Pour tous les échelons, il est prioritaire de mettre les ressources en adéquation avec les missions exercées. Quelques exemples sur ce dernier point. Les missions sociales des départements exigent plus de stabilité, plus de solidarité nationale dans leur financement. Nous l'avons souligné à travers toute une série de rapports. Si on se réfère à une situation actuelle marquée par des fluctuations importantes des DMTO dans le temps et selon les territoires. Par ailleurs, les régions, dont le rôle dans le développement économique est croissant, devraient pouvoir bénéficier de ressources en lien avec l'activité économique. Enfin, les critères de répartition des ressources entre collectivités ne devraient, à nos yeux, plus être liés à des situations héritées du passé, avec un risque majeur qui serait de consolider les inégalités, mais elles doivent se fonder sur les besoins des territoires, évalués à partir de critères socio-économiques. À partir de ces options polaires, je le dis tout de suite en prenant en compte leurs limites, la Cour a élaboré un scénario possible, je dis bien possible, équilibré par rapport par niveau de collectivité et pour l'État. Une réforme pragmatique du financement des collectivités locales devrait viser à combiner les diverses ressources en conciliant les objectifs susdits d'autonomie et de solidarité et en priorisant différemment ces enjeux selon les niveaux de collectivité et leurs missions. Le scénario qui vous est présenté à titre illustratif, et je prends mes précautions, par la Cour, conduirait à recentrer la fiscalité locale sur le bloc communal pour plus d'autonomie et de responsabilité, à mettre en place un système plus solidaire de financement des départements pour leur permettre de faire face à leurs dépenses sociales et de renforcer le financement des régions par la fiscalité nationale économique. Il nous semble qu'il y a là une cohérence, en tout cas de principe. S'agissant des communes, tout d'abord, le scénario intègre la suppression de la CVAE et vise à recentrer toute la fiscalité locale restant sur le bloc communal, ce qui veut dire les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les ressources secondaires, mais également les IFER dont bénéficient aujourd'hui les départements et les régions. Ces recettes seraient complétées par une dotation de fonctionnement. Le bloc local, dans ce scénario, verrait son ratio d'autonomie progresser de 70 à 76 %. Les DMTO, impôt local aujourd'hui partagé, seraient transformés en impôt national, affectés au bloc communal, avec des critères de répartition qui permettraient une affectation plus équilibrée en fonction des caractéristiques socio-économiques et non plus en fonction du lieu des transactions immobilières, ce qui est source de déformation. Pour les départements,
le scénario proposé conduit à affecter un panier d'impôts nationaux, TVA, taxe spéciale sur les conventions d'assurance, mais aussi une fraction d'impôt sur le revenu, et à créer une dotation d'action sociale pour sécuriser et garantir le financement des dépenses sociales des départements. Enfin, les régions pourraient être financées par deux impôts nationaux partagés à dominante économique, la TVA et l'impôt sur les sociétés. Dans cette réforme, le partage de la fiscalité nationale augmenterait, mais sa répartition reposerait cette fois progressivement sur des critères qui reflètent bien les caractéristiques sociales et économiques des territoires, et non sur la recette collectée localement ou sur les recettes historiques remplacées. Ce scénario est en effet fondé sur une part croissante de TVA, 24% au lieu de 20%. Il inclut également un partage d'une fraction de 12% d'impôt sur les sociétés pour les régions et de 10% d'impôt sur le revenu pour les départements. Le partage de l'IS et de l'IR permet, à nos yeux, d'associer la dynamique d'impôts nationaux cohérents avec leur mission en lissant les évolutions par la diversification du panier de recettes. Dernier point, je ne l'ai pas évoqué jusqu'à présent, les dotations de l'État seraient, elles, rationalisées selon trois finalités. Assurer la transition vers un nouveau mode de financement pour les régions, financer l'action sociale pour les départements, assurer l'équilibre financier du bloc communal. Par ailleurs, le scénario devrait viser également une simplification en supprimant notamment les compensations de fiscalité anciennes. Ce scénario, je le redis, possible et illustratif, répond aux trois objectifs d'équilibre financier, de territorialisation des ressources pour le bloc communal, de solidarité en fonction de la rationalisation des dotations et de la clé de répartition des impôts nationaux. Ce scénario ne sort pas de nulle part. Il a été présenté aux différentes associations d'élus. Nous avons senti un point de sensibilité particulier concernant la proposition de transformer les DMTO en impôt national partagé. L'Association des départements de France a notamment critiqué cette orientation, considérant qu'elle conduirait à supprimer le dernier impôt territorialisé des départements, mais c'était une logique de cohérence que nous avons voulu présenter. Trois raisons. Je veux justifier notre choix. On explique cette orientation proposée par la Cour, mais aussi par d'autres. D'abord, les DMTO sont une ressource très instable. En forte croissance en 2020 et 2021, ils avaient vu leurs produits s'effondrer, je vous le rappelle, de 40% après la crise de 2008-2009. C'était une crise financière. Et les perspectives ne sont pas favorables pour les prochains mois. Ensuite, c'est un impôt qui crée de fortes inégalités car l'assiette territoriale est très inégalement répartie. Malgré les dispositifs de péréquation horizontale, l'écart de recettes par habitant va tout de même de 1 à 7, selon les départements, j'ai envie de dire vos départements. Enfin, si l'assiette est territorialisée, le taux est, lui, aujourd'hui largement uniforme. Aucune modulation possible pour les communes et la quasi-totalité des départements ont adopté le taux plafond. Mais, je le répète, le scénario présenté par la Cour est illustratif. Il n'est pas exclusif d'autres options possibles d'évolution. Il vise à vous donner quelques idées, quelques repères, quelques principes pour nourrir votre propre réflexion à partir de votre expérience qui est grande. Pour la Cour, ce scénario doit être vu comme un cadre de référence en vue d'un ajustement progressif des règles de financement. Rien de plus, rien de moins. Voilà pour le fond. Sur la méthode, au-delà de ce scénario proposé, la Cour propose dans son rapport de renouveler la gouvernance des finances publiques locales et identifie les conditions d'une réforme. En effet, à nos yeux, une réforme du financement des collectivités territoriales ne sera possible que par le rétablissement du dialogue entre l'État et les représentants des collectivités locales dans la préparation des textes financiers nationaux. Ce qui veut dire qu'à nos yeux, il est insuffisant. Et par une concertation mieux structurée et fondée sur un plus fort partage des données sur les finances locales avec une implication forte du Parlement. Ce qui, là encore, veut dire qu'il y a des marges de progression. Dans son rapport sur la gouvernance des finances publiques
de novembre 2020, qui reste très actuel, la Cour avait proposé la création d'une instance pérenne de dialogue entre l'État et les autres administrations publiques, sécurité sociale et collectivités locales, pour examiner les grands textes financiers en amont de leur présentation au Parlement. En complément, la Cour souligne dans ce rapport la nécessité d'une instance pérenne spécifique consacrée aux finances locales, à laquelle seraient présentés les textes financiers intéressant les collectivités locales, mais aussi les modalités de compensation, des suppressions d'impôts ou de transfert de compétences et les règles d'évolution ou de partage des impôts et dotations. Cette instance pourrait être soit le comité des finances locales, mais profondément rénové, soit une autorité indépendante nouvelle, dotée de moyens d'expertise renforcés. Une réforme du financement des collectivités territoriales devrait également reposer sur quelques principes forts. La simplification, pour plus de lisibilité et de responsabilité, la prévisibilité et l'équilibre financier. En tout cas, quel que soit le scénario de réforme choisi, il sera, à nos yeux, nécessaire de rationaliser l'affectation de la fiscalité pour éviter les multi-affectataires et pour procéder à la révision de dispositifs trop anciens qui complexifient le financement des collectivités et, partant, nuisent à la démocratie locale. Par ailleurs, l'équilibre dans la durée entre la dynamique des recettes et des dépenses de chaque niveau de collectivité devra être recherché, avec des clauses de rendez-vous au niveau national et une refonte progressive des critères de répartition afin de mieux tenir compte des charges à partir d'indicateurs socio-économiques des territoires. Même si chacun sait ici que le projet de loi de programmation des finances publiques n'a pas encore été voté, je veux en dire un mot tout de même. Je persiste à dire que nous avons besoin de cette vision pluriannuelle, notamment pour gagner en transparence et en prévisibilité. Je m'inquiète de la possibilité de l'inexistence d'une loi de programmation des finances publiques qui nous priverait d'une encre extrêmement utile. Une bonne loi de programmation des finances publiques devrait contenir des engagements réciproques entre l'État et les collectivités, à la fois pour renforcer la prévisibilité des ressources locales et pour définir, après une concertation approfondie avec les représentants des collectivités, les modalités de participation des collectivités locales au redressement des finances publiques. Dernier point, mais non négligeable, l'analyse des données et le partage de l'information sont à renforcer. Un dialogue plus équilibré entre l'État et les collectivités locales exige des outils partagés et des données de qualité, facilement accessibles sur les recettes et les dépenses. Et ça nécessite de développer des capacités d'analyse au niveau national comme au niveau local, qui aujourd'hui sont insuffisantes en tout cas. Ainsi, en définitive, le rapport de la Cour tire de ces analyses 7 recommandations essentielles. La première vise à renouveler la gouvernance des finances locales en créant une autorité indépendante ou en réformant en profondeur le comité des finances locales. Les 6 autres recommandations reprennent les améliorations évoquées pour rendre le système de financement des collectivités plus lisible et plus résilient, notamment en clarifiant la responsabilité sur les impôts locaux, en simplifiant le partage des impôts nationaux et en prenant mieux en compte la réalité socio-économique dans la répartition des impôts nationaux. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, voici la présentation du rapport que vous avez demandé, qui n'en épuise ni les analyses ni les recommandations. Toutefois, s'il fallait en retenir 2 choses seulement, les voici. Tout d'abord, c'est que le système de financement des collectivités territoriales a montré ses limites, alors que des évolutions fiscales majeures restructurent la distribution des recettes. Nous avons proposé des critères objectifs, méthodologiques, transparents, pour guider le débat qu'il vous appartient désormais de mener. Encore une fois, c'est la portée et c'est aussi la limite de notre propre travail. Ensuite, et c'est une des conclusions essentielles de notre rapport, ce nouveau modèle doit précisément faire l'objet d'une concertation structurée autour d'objectifs communs pour garantir la lisibilité pour le citoyen, la prévisibilité pour les collectivités, la soutenabilité pour les finances publiques. J'insiste sur ce dernier point pour finir, la durabilité. La construction de ce nouveau modèle doit aussi permettre de construire une trajectoire de finances locales. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en présentant en juillet dernier le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, toutes les administrations, toutes, doivent prendre part à la réduction du déficit et l'effort de chacun doit être posé clairement
au début de chaque cycle budgétaire. Merci de votre attention. Je me tiens, si vous le permettez, cette fois-ci, je vais vraiment moi aussi partager mon temps avec ceux qui m'entourent et qui ont élaboré ce rapport, qu'ils connaissent donc en profondeur, encore davantage que moi, que je remercie à nouveau pour ce travail sérieux et utile, à votre disposition pour vos questions. Donc, si vous le voulez bien, nous ferons à deux voix avec le président Charpy, qui a présidé la FIGE, formation interjuridiction, ses travaux, les concertations, pour des précisions qui seront sans doute utiles et nécessaires. Merci, merci Monsieur le Président. Merci d'avoir fait aussi ce travail de synthèse, car plus un rapport touche des sujets complexes, plus la synthèse est complexe, par nature, et ne doit pas être ni édulcorée, ni raccourcie, bien entendu. Alors je voudrais tout d'abord vous dire que c'est une audition qui n'est pas tout à fait traditionnelle. Elle est traditionnelle dans le sens où, évidemment, c'est une réponse à l'article 58.2 et à une demande de la Commission des finances que nous avons exprimée. Mais elle n'est pas traditionnelle, parce que traditionnellement, dans une audition, vous auriez dans la salle des représentants des associations d'élus concernés par le sujet qui seraient à même de pouvoir répondre. Alors nous ne l'avons pas souhaité, parce que si nous avions fait ça, il nous fallait prévoir une demi-journée d'abord, et ça aurait été extrêmement complexe à organiser et d'organiser le débat. Donc nous avons souhaité dans un premier temps qu'il y ait un échange entre la Cour et l'ensemble des sénateurs, sachant que dans un deuxième temps, nous aurons bien sûr à avoir un débat avec les associations d'élus pour ce qui nous concerne, avant même de remettre nous-mêmes, en tant que conseillers spéciaux, rapporteurs spéciaux, Charles Guenet et moi-même, un rapport sur le sujet. Bien. Donc, sujet particulier. Sujet particulier aussi, puisqu'il s'agit d'un sujet qui ne touche pas directement aux missions de l'État, mais directement au financement des collectivités locales, qui est un sujet un peu différent de ce que sont d'habitude les enquêtes en 58.2. Bien. Troisième sujet, c'est un sujet impossible. C'est un sujet impossible. C'est bien pour ça qu'on vous l'a confié. C'est un sujet impossible. Nous le savons tous, quel que soit le type de collectivité, quel que soit le type d'association d'élus, tout le monde est là pour reconnaître unanimement que le système arrive à son terme, que depuis des années, on rafistole à coup d'amendements de dernière minute pour essayer de sauver des collectivités qui seraient en difficulté, etc. Mais on sait tous qu'on est au bout du jeu. Ça, c'est la seule chose, je crois, qui soit partagée par tous. Et la deuxième chose qui est partagée par tous, c'est que dès qu'on touche à quoi que ce soit, c'est non. Globalement, je dis ça. Globalement. On va dire que c'est très compliqué d'ouvrir ce débat. On peut le constater, et nous le constatons avec Charles depuis bien longtemps. Chaque fois qu'une proposition arrive, il est rare qu'elle suscite un sentiment de soutien immédiat, en tout cas. Bon. D'où des remerciements pour toute l'équipe qui a bien voulu se charger de ce dossier. Alors, les présidents Charpy, Andréani, qui avaient participé également. Je salue Madame Lignot-Leloup comme rapporteur principal sur ce document, et l'ensemble, évidemment, des membres de la Cour qui ont participé à cet exercice. Et donc, je les remercie parce que il y a une phase ou une partie du dossier qui est assez classique, c'est-à-dire la comparaison internationale, l'état des lieux. Tout ceci est très utile, toujours important de les avoir, mais c'est la partie la plus simple. Sur l'état des lieux, on peut dire que globalement, tout le monde peut avoir des positions qui confortent cet état des lieux. Par contre, la Cour, et vous l'avez d'ailleurs vous-même signalé, a bien voulu avancer à la fois des scénarios polaires, qui étaient la vision que la Cour avait pour essayer de situer les sujets,
mais a bien voulu aussi tenter une incursion dans une proposition. Et ça, je crois que c'est important. Évidemment, ça fera réagir, ça suscitera, peut-être pas aujourd'hui, mais quand tout le monde aura eu le temps de bien intégrer les propositions, un certain nombre de remarques, et c'est bien naturel. Mais je remercie la Cour d'avoir fait cet exercice, d'essayer de proposer un premier cadre, qui, comme toujours, un premier cadre a vocation à évoluer, vous l'avez dit, à ne pas être un cadre de référence, mais c'est tout à fait important. Enfin, je voudrais dire que, et vous l'avez aussi dit en substance, il est important de remettre le Parlement dans la boucle de cette réflexion. Il n'y a pas ici, je crois, de sénateurs qui ne puissent s'étonner que finalement, aujourd'hui, l'État négocie directement avec les associations d'élus. Et le Parlement est saisi finalement d'une espèce de proposition conjointe ou d'une proposition de l'État après concertation. Et le rôle des parlementaires apparaît, par rapport à ce qu'il a pu être dans le passé, un peu plus pauvre aujourd'hui. Et je crois que sur ce sujet, où de toute façon personne, aucune association d'élus ne posera le sujet de manière claire, de manière globale, mais le posera avec son angle de vue, ce qui est normal. Il était normal que le Parlement se saisisse de cette question et pose sur la table des éléments qui seront discutés, qui seront approuvés pour certains, qui seront mis en cause par d'autres, peu importe. C'est, je crois, notre rôle. Et je voudrais rappeler d'ailleurs que ce rôle-là a été encore une fois rappelé par le président du Sénat récemment, en mettant en place une mission décentralisation dans laquelle la question financière est clairement identifiée. Et je rappelle que notre rapporteur général est un des co-rapporteurs de cette mission décentralisation. Et je pense qu'il trouvera là, comme nous tous, des éléments pour réfléchir comment améliorer la décentralisation ou accentuer ou accélérer la décentralisation dans notre pays. Voilà les quelques éléments que je voulais, en tant que président, développer devant vous. Je vais donner la parole tout de suite à monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, je vais évidemment m'associer aux propos et aux remerciements à tous les membres de la Cour autour de vous, puisque c'est un travail dont nous avons eu à connaître, non pas pour en partager la totalité, c'est pas l'objectif, ni des travaux, ni des orientations, mais nous avons eu des temps d'échange réguliers. Vous l'avez dit, c'est un document qui n'a pas vocation à être exclusif et qui a surtout vocation, comme l'a dit à l'instant le président Claude Raynal, à mettre le plus sereinement possible, dans des temps pourtant bien difficiles, le dossier finalement des évolutions fiscales, financières des collectivités territoriales et locales sur la table. Donc vraiment un grand merci pour le travail sur le financement des collectivités locales, qui effectivement, alors c'est une sédimentation, enfin on l'appelle comme ça, il faudrait presque être géologue aujourd'hui plutôt que féru de finances publiques, parce que ça devient bien compliqué de s'y retrouver. Et vous avez évoqué les objectifs en matière de lisibilité, de prévisibilité. Je crois que c'est effectivement important. Vous posez des scénarios que vous avez qualifiés de polaires. Ils ont d'abord le mérite d'être posés sur la table, d'apporter des éléments de réponse selon les cas. Moi, je ferai juste, parce que chacune et chacun d'entre nous va avoir envie de s'exprimer, je ferai simplement une remarque sur le scénario qualifié d'intermédiaire que vous proposez, dont je redis que, de mon point de vue, il a le mérite à la fois d'ouvrir et de nourrir le débat. Et le fait de concentrer la fiscalité locale sur le
bloc communal, c'est bien, ça reste modeste, on l'a vu. Vous avez expliqué que globalement, il y aurait de l'ordre d'1 milliard de ressources supplémentaires en transférant les IFER. Mais, et vous l'avez dit, et vous avez d'ailleurs posé sur les DMTO la place, la réaction des départements. C'est assurément un sujet qui fait déjà réagir, puisque finalement, les départements se verraient, eux, privés de leur dernier impôt local. Mais je pense qu'au-delà de poser un problème de principe, ça peut soulever d'autres difficultés compte tenu de l'importance de cet impôt dans leur système de péréquation. Et ce que je voulais enfin dire, c'est moi, je partage en fait la double ambition qui est affichée de rationaliser la fiscalité locale et notamment de faire en sorte de supprimer les multi-affectations, mais également de simplifier avec de la fiscalité partagée, avec une fraction unique par impôt et par niveau de collectivité. Maintenant, les éléments sont posés sur la table. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, je crois que nous devons maintenant nous saisir évidemment au Parlement et peut-être en premier lieu ici, on est bien dans notre rôle de ce rapport, mais je pense que le mot dialogue, échange, partage, ces trois mots vont être soit des valeurs cardinales pour construire un chemin, soit s'ils ne sont pas mis en œuvre, et notamment le mot dialogue, dont j'ai quand même découvert qu'il était aujourd'hui utilisé, puisqu'on a eu droit à une nouveauté dans le cadre de la préparation budgétaire avec les fameux dialogues de Bercy. Bercy et dialogue paraît tellement contraire à l'opinion publique, en tous les cas jusqu'à maintenant, à beaucoup de parlementaires, qu'on se dit que c'est peut-être la première marche. Voyons-y comment dirais-je, un motif d'optimisme. Et il va nous falloir les uns les autres nous atteler à la tâche. Elle n'est effectivement pas évidente, mais comme toute réforme, je terminerai par là, dans une réforme, on ne peut pas, si on modifie des paradigmes, il faut essayer de sortir par le haut, mais il faut aussi sortir des postures qui consistent à dire qu'on garde tout ce qui nous convient, on enlève ce qui ne nous convient pas et on rajoute. On est aujourd'hui dans une période difficile, vous l'avez dit, pour les finances publiques, et je crois aussi qu'il va falloir le concilier avec l'effort collectif de redressement des comptes publics auquel je partage en tous les cas ce que vous avez dit, personne ne doit s'en exonérer. Merci, monsieur le rapporteur général. J'ai donné la parole au rapporteur spécial Charles Guené. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs de la Cour. Simplement, je voudrais dire, je pense que le Président Reynald est aussi intervenu en qualité de rapporteur spécial à travers ses propos, et je voudrais dire que son analyse me va parfaitement. Je crois que c'est un travail transpartisan et je crois que je n'enlèverai aucun mot à ce qu'il a pu dire. Simplement, peut-être, je vais m'attarder sur les choses que je n'ai pas trouvées dans le rapport et que j'aurais aimé voir, mais je ne voudrais pas que ce soit pris comme quelque chose de négatif. Aussi, préalablement, je vais quand même dire que j'ai trouvé que ce rapport était plutôt excellent. J'ai trouvé que la qualité de l'analyse était très bonne, la méthodologie aussi, et je crois que c'est un rapport qui devrait faire date. Bon, ces choses-là étant dites, bon, non, mais je veux dire, y compris dans les scénarios qui ont été assez audacieux. Vous avez évoqué d'ailleurs celui des DMTO. Vous avez vous-même dit que cette audace était quelquefois aller un peu au-delà du consensus, et ça, j'en conviens. Non, simplement, peut-être j'aurais aimé que le constat de l'obsolescence du système actuel soit peut-être un peu plus prononcé, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de pédagogie à faire à ce niveau-là.
lorsqu'on voit ce qui nous est réclamé et peut-être des retours sur des choses qui, à mon avis, ne sont plus à notre portée. Et aussi, peut-être et plus complètement, j'aurais aimé qu'on puisse trouver une conclusion et une élaboration plus importante, parce qu'en fait, vous avez beaucoup travaillé sur la ressource elle-même, les ressources nouvelles, etc. Et en fait, on s'aperçoit que désormais, on aura une confusion entre les dotations et la fiscalité, puisque la fiscalité, lorsqu'elle devient nationale et qu'elle est partagée, ce sont des dotations. Et cette confusion aurait pu vous obliger à aller au-delà et donc nous dire que lorsqu'on passe d'un système reposant sur la richesse potentielle et la territorialisation et qu'on va vers un système d'impôts nationaux, ça impose qu'on réfléchisse beaucoup plus fortement à la notion de charge réelle qui devrait être la base de la répartition, etc. Alors vous l'avez esquissé, mais vous n'avez pas osé y aller, mais je le conçois parce que ça oblige à trouver la maille, à travailler les critères, comment on passe d'un système à un autre, et finalement comment on passe d'une territorialisation des ressources peut-être à celle de la performance de la dépense publique on fait avec ce qu'on a, enfin, etc. Et c'est assez compliqué. Alors, je veux dire, vous n'êtes pas critiquable parce que, comme cela a été dit, d'autres ont refusé l'obstacle, ne serait-ce que les parlementaires eux-mêmes, les associations d'élus aussi. Alors peut-être est-ce que ça appelle un second rapport? On peut le penser. Voilà, c'était peut-être cet aspect-là, parce que je fais partie de ceux qui sont convaincus que ce système obligera à revoir la notion de répartition des charges. Parce que lorsqu'on territorialisait, il fallait une péréquation énorme qui n'est pas acceptée. Et si on ne territorialise plus, il faut avoir un nouveau système, c'est celui des charges réelles des collectivités. Alors, en revanche, je voudrais apporter un bon point, si je puis me permettre. C'est la rubrique sur la nouvelle gouvernance, en laquelle je crois beaucoup, et où vous êtes allé quand même assez loin sur ce sujet, en proposant soit un ensemble d'experts mixés avec d'autres, soit une évolution des CFL. Et je crois que c'est le corollaire au système vers lequel nous allons. Et il faut absolument qu'on mette en place cette nouvelle gouvernance systémique, on l'appelle comme ça, et avec le double rôle que vous avez évoqué, à la fois le rôle de conseil, et ensuite, un peu comme des pays qui nous bordent, aussi une notion de partage ensuite entre les deux. Et je crois que c'est important. Et je ne reviens pas non plus sur la loi de programmation pour les collectivités locales que vous avez évoquée, où je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est un peu des réflexions que je voulais faire. Mais merci. Merci, monsieur le rapporteur spécial. J'ai donc 16 inscrits. Je vais donc vous... Alors, on est bien clair qu'on est au tout début d'une réflexion. Ce n'est pas des sujets qui se traitent en une séance, etc. Donc, nous avons aujourd'hui ce rapport. Nous aurons bien sûr à y revenir par la suite avec des associations d'élus d'abord, et puis entre nous également, avant éventuellement d'avancer sur ce sujet, ne fût-ce que dans le cadre de la mission dont je parlais tout à l'heure. Je vais vous demander donc à chacun de bien vouloir respecter le cadre de 2 minutes par intervention, qui nous permettrait à peu près de laisser le temps de la réponse à nos invités, bien entendu. Donc je démarre tout de suite avec Michel Canvet, puis Thierry Kozik. Merci, Monsieur le Président. À la page 42 de l'excellent rapport de la Cour, on évoque l'évolution des ratios d'autonomie financière de 2003 à 2020. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ceci diminue, d'une part parce que le pouvoir de décision des assemblées délibérantes s'atténue, et puis aussi parce que le rapport au local et au territoire se délite un tout petit peu. Et ça, il faut le regretter parce qu'il est nécessaire de retrouver de la responsabilité des élus et un réel rapport au territoire dans le financement des collectivités territoriales.
Alors, ma question porte sur la CVAE, Monsieur le Premier Président, puisque la décision n'est encore pas prise quant à sa suppression. Est-ce que celle-ci vous semble opportune? Première question. La seconde, est-ce que l'hypothèse de la remplacer par la TVA vous semble la meilleure solution aussi pour les collectivités territoriales? Et à défaut, auriez-vous d'autres suggestions à formuler, comme par exemple le dégrèvement peut-être? Merci Michel. Thierry Cozic, puis Isabelle Briquet. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie de ces premières pistes d'évolution. Vous le dites, le système est aujourd'hui à bout de souffle. Il est complexe. Je crois qu'autour de la table, là, on s'accorde tous à le penser. Vous avez envisagé un certain nombre de scénarios. Moi, ma question était la suivante. On a le gouvernement qui a une volonté d'entrer dans une relation transactionnelle avec les collectivités territoriales, voire même d'en personnaliser les relations avec l'État. Notamment, le ministre de l'économie a été très clair le 14 septembre dernier en indiquant qu'il y a des collectivités qui sont bien gérées et d'autres qui pourront ne pas se prévaloir de l'aide de l'État. Donc, par le PLF qui arrive, le gouvernement accélère la mise sous tutelle budgétaire des collectivités territoriales, les obligeant à devoir négocier à l'avenir chaque ligne budgétaire. Donc, dans les scénarios de financement que vous présentez, il y a des évolutions qui me paraissent pertinentes. Ma question serait plutôt la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des propos qu'indique le ministre de l'économie, est-ce qu'il n'y a pas un scénario alternatif, un peu plus global, peut-être plus innovant, sur lequel vous auriez pu évoluer et de proposer, est-ce qu'il n'est pas temps d'engager une réflexion sur une réforme globale du financement des collectivités locales? Merci Thierry. Isabelle Briquet, puis Antoine Lefèvre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Vice-président, je m'associe aux remerciements qui ont été faits précédemment pour la conduite de ce rapport. Ma question porte sur la quatrième recommandation. Quand je vois, c'est plutôt une interrogation. Refondre progressivement les critères de répartition des impôts nationaux partagés pour mieux tenir compte des charges des collectivités évaluées sur la base de critères socio-économiques. Est-ce à dire qu'il serait estimé a priori les charges d'une collectivité pour lui attribuer un niveau de ressources dont elle aurait besoin, le niveau de ressources dont elle aurait besoin pour les assumer? Et bien que ce ne soit pas le seul mode de financement, cela me semble tout de même quelque peu remettre en cause le principe de libre administration des collectivités en limitant leurs perspectives de développement, en figeant leurs possibilités financières. Mais j'ai peut-être mal interprété, c'est pourquoi j'aimerais avoir quelques éclaircissements à ce sujet sur cette recommandation-là. Merci. Merci Isabelle. Antoine Lefèvre, puis Jean-François Rapin. Oui, Monsieur le Premier Président, mes chers collègues, avec l'objectif ZAN qui a été introduit dans la loi Climat et Résilience, les freins sont posés de plus en plus pour gêner les implantations de nos activités, tous les équipements publics qui vont forcément remettre en question le panier des recettes fiscales qui étaient perçues par les communes et qui vont exiger de revoir complètement le schéma de fiscalité locale. Ma question est donc la suivante. Sans CVAE, sans taxe d'habitation et sans perspective d'extension ou de développement économique des territoires, comment faire perdurer véritablement l'idée de ce lien de légitimité locale qui doit exister entre les contribuables et leurs collectivités, et surtout comment ne pas rendre complètement dépendants et exsangues les collectivités face à l'État? Comment assurer une meilleure prévisibilité en fait des dépenses et des recettes des collectivités? Peut-on prévoir d'ailleurs un certain nombre d'indicateurs qui seraient fournis aux collectivités pour les accompagner dans ce schéma prévisionnel? Merci. Merci Antoine. Jean-François Rapin, puis Didier Rambaud. Monsieur le Premier Président, Monsieur le rapporteur général, tout d'abord, donc à la lecture d'éléments du rapport et de votre présentation, effectivement, on pourrait penser, et c'est ce que je viens de confier à mes collègues, que la France est un paradis fiscal en matière de fiscalité locale.
parce qu'il semble que la recette fiscale locale ne soit pas à la hauteur finalement des exigences que les collectivités elles-mêmes demandent. Si je disais ça dans une assemblée d'élus locaux, je me ferais lyncher. Mais néanmoins, je confirme mon propos. Parce que je crois réellement que dans le scénario que vous proposez, les pistes sont associées à cette réflexion. Deuxième point, vous avez évoqué en pointillé tout à l'heure la question de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Il y a une nécessité, parce que moi-même, ayant eu en gestion une commune pendant de nombreuses années du littoral, et on s'accorde à beaucoup d'élus du littoral à le dire aujourd'hui, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires n'aura d'efficacité pour les collectivités locales que si on la délie de la taxe foncière. Donc il y a un élément important de correcteur modificateur, d'indice qui aujourd'hui lie la taxe d'habitation à la taxe foncière, et ça nécessite forcément de délier les deux pour donner un peu d'air à cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires et donc aux collectivités locales. Ce que je dis, je le fais en portant la voix de nombreux élus. En dernier point, finalement, vous avez parlé du comité des finances locales, dont j'ai été membre longtemps, d'ailleurs avec le général Charles Guéné, qui est présent ici. Il sait pourquoi je l'appelle le général. Et donc c'est vrai que la spécialisation de l'impôt au niveau du comité des finances locales est une grossièreté, est un gros mot. Mais finalement, au travers de votre rapport, et on lit dans les éléments importants qui sont portés surtout sur les redevances, que la spécialisation de l'impôt en tant que tel et au travers les redevances n'est peut-être pas forcément un gros mot et pourrait permettre d'avoir une visibilité beaucoup plus forte, et c'est ce que j'ai compris dans votre rapport, que vous recherchiez une visibilité forte d'utilisation des finances publiques. Donc voilà, 2 remarques et puis finalement une préconisation, une question sur la façon dont on pourrait délier la taxe d'habitation et la taxe foncière pour donner de l'air à la taxe d'habitation dans les résidences secondaires. Merci Jean-François. Didier Rambaud, puis Stéphane Sautarel. Merci, Président. Une remarque et une question. La remarque, je reprends volontiers la phrase prononcée par Claude Raynal en introduction. C'est très compliqué d'ouvrir le débat. Effectivement, alors ma remarque, c'est finalement, est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers? Parce qu'avant de parler de financement des collectivités locales, peut-être de savoir quelles collectivités locales voulons-nous. Depuis 20-30 ans, on tourne en rond parce qu'effectivement, les collectivités locales, c'est comme les niches fiscales. Derrière chaque collectivité, il y a un lobby qui est en marche. Durant la campagne présidentielle, il y a eu, en matière de décentralisation, une proposition concrète qui est celle de la création du conseiller territorial. Bon, personne ne sait si on va aller jusqu'au bout, mais je pense qu'elle va peut-être, cette proposition, si elle se confirme, permettrait peut-être de décanter un petit peu la situation. Il suffira de trouver le mode d'élection du conseiller territorial, si c'est sur une base cantonale et donc départementale, ou sur une liste régionale et base régionale. Et à partir de là, je pense que la question des répartitions d'impôts entre collectivités, ça sera beaucoup plus facile à le faire. Sinon, une question au Premier Président, donc parmi les scénarios qu'il a présentés, quel serait selon lui le scénario le plus efficace pour tenir la trajectoire de rétablissement des finances publiques, parce que je pense qu'il faut aussi toujours avoir cela en perspective. Merci. Merci Didier. Stéphane Sautarel, puis Hervé Maurey. Oui, merci, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur spécial. Tout d'abord, moi, je voulais vous remercier pour l'éclairage que vous apportez, sans rentrer aujourd'hui, comme vous nous avez encouragé, Monsieur le Président, dans un débat qui nous amènerait plus avant sur des choix ou des orientations. Mais je pense que la proposition, ou en tout cas les pistes, les scénarios qui sont avancés en réponse à un diagnostic partagé de système à bout de souffle, de constat d'obsolescence, de sédimentation au fur et à mesure de l'histoire du financement de nos collectivités,
nous amène à souhaiter cette réforme systémique, ce nouveau modèle sur lequel vous nous apportez des éléments précieux avec des options qui me semblent effectivement présenter un cadre de référence avec l'objectif que vous rappelez d'ailleurs dans votre introduction de l'autonomie financière, qui est le premier principe de libre administration de nos collectivités territoriales, qui est absolument essentiel. Moi, je voulais attirer votre attention sur 2 points autour de la territorialisation, bien sûr, beaucoup y ont insisté et elle est essentielle, mais aussi des corrections des inégalités de notre système de péréquation qui doit aller de pair avec cette territorialisation. Et de même, la question de la prise en compte de la réalité des charges, même si c'est un élément nouveau et sur lequel, comme Charles Guené l'a rappelé, il y a un travail incontestablement à faire, bien évidemment en veillant à ce qu'on ne soit pas dans un cadre de tutelle, mais me semble être une piste essentielle à travailler si on veut réellement s'interroger sur notre modèle, en soulignant aussi ou en rappelant ce que vous avez bien montré dans votre rapport avec les exemples européens, la relative faiblesse de la dépense publique locale dans notre pays, sur laquelle on pourrait s'interroger. Et là, effectivement, ça peut relier la question du financement avec l'exercice des compétences. Juste une question sur un point qui concerne le pacte de confiance, qui me semble être un élément assez essentiel auquel je crois à titre personnel, mais qui doit être un pacte, c'est-à-dire quelque chose qui est contractualisé, qui est partagé et qui n'est pas imposé, et qui doit être de confiance, c'est-à-dire aussi s'inscrire dans la durabilité, dans la lisibilité et dans la libre administration de chacun, donc qui renvoie aussi aux outils de gouvernance que vous proposiez. Et ça me semble être un sujet essentiel si on veut avancer sur une réforme qui est forcément difficile, mais qui doit donner des garanties dans la durée de lisibilité pour nos concitoyens, mais aussi pour nos collectivités. Je vous remercie. Merci Stéphane. Hervé Maurey, puis Christian Billac. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Vice-président, je voudrais tout d'abord dire qu'à mon sens, il faut être prudent quand on parle de la situation financière des collectivités locales, parce que c'est une, et vous le savez mieux que moi, c'est une catégorie très hétérogène. C'est comme quand on parle du revenu agricole. Donc quand on dit que la situation des collectivités locales s'est améliorée, c'est certainement vrai, je ne mets pas en doute vos constats, mais ça couvre des diversités considérables entre des départements d'Île-de-France et des petites communes qui ont vu baisser leur dotation au fil des années et qui parfois sont obligés de renoncer aux indemnités des élus pour équilibrer le budget. Je le dis parce qu'en ce moment, cet argument est souvent évoqué pour ne pas faire les efforts nécessaires de la part de l'État par rapport au choc de l'inflation. Ensuite, dans la présentation de vos 3 options de financement, vous dites que les financements des impôts nationaux sont plus prévisibles. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi. Et même chose sur la possibilité de renforcer les dotations tout en respectant le principe d'autonomie. Pour moi, c'est un petit peu antinomique. Ensuite, je reste un petit peu, au terme de votre présentation, sur ma fin quant aux critères que vous envisageriez pour répartir les impôts nationaux. Je peux imaginer que pour les départements, ce serait éventuellement les dépenses sociales. En revanche, pour les régions ou même pour les communes, quels seraient les critères que vous envisageriez? Et enfin, je reste totalement sur ma fin, mais peut-être que ça aurait nécessité et que ça nécessiterait un rapport en soi sur la DGF dont vous parlez très peu et qui est quelque chose de totalement opaque. Personne aujourd'hui, aucun maire, aucun élu ne sait pourquoi sa DGF est de tel montant. Et quand vous interrogez la DGCL, et ça m'est arrivé quand j'étais maire, on n'a jamais de réponse. Et je crois qu'à la DGCL, très peu de gens sont en capacité de répondre. Il y a un vrai sujet sur ce calcul de la DGF, sur son opacité. Et je crois que ce serait important qu'on puisse avancer là-dessus. Je ne parle même pas de la différence de DGF selon qu'on est commune rurale ou commune urbaine. Merci Hervé. Christian Billac, puis Vincent Delahaye. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci aussi pour ce rapport. Je vous rejoins, Monsieur le Président, quand vous avez dit qu'il fallait cesser les rafistolages de dernière minute. Il y a trop longtemps que de la boîte à pharmacie, on ne sort que des sparadraps, des pansements et autres bandelettes.
Et il serait temps quand même de soigner le malade de manière un peu plus pérenne. Vous avez souligné, Monsieur le Premier Président, la bonne santé des collectivités. Effectivement, globalement, c'est une bonne santé, contrairement à l'État, puisqu'il y a un excédent. C'est un gros mot pour le budget de l'État, excédent. C'est toujours déficit. Là, les collectivités, globalement, 4,7 milliards d'excédent. Je vais répondre aux sollicitations du Président, être concis, et donc je me limiterai au bloc communal. Vous avez rappelé les principes, l'équilibre avec la prévisibilité et la soutenabilité, la territorialisation des impôts locaux et la solidarité. Moi, la question que je vous pose concernant le bloc communal, dont l'essentiel des ressources concerne l'impôt local, c'est comment on concilie la territorialisation de l'impôt et la solidarité. Parce que qui dit territorialisation dit potentiel fiscal, donc dit richesse de la commune. Et donc, comment on va concilier en sachant qu'il y a de grandes inégalités entre les communes en France et qu'une péréquation nécessaire. Alors, est-ce que ça sera par le biais de la DSR, de la DSU, par le fonds de péréquation intercommunal ou communal? Voilà, comment on va concilier cette territorialisation et en même temps cette solidarité. Charles Guéné, Didier Rabault ont évoqué les charges réelles. Tout le problème est de savoir ce que sont les charges réelles, et trop souvent, on confond les charges réelles et les charges constatées. Mais les charges constatées, elles ne sont que la conséquence de la richesse. Parce qu'une commune riche peut avoir des charges parce qu'elle a les moyens de les payer. Une commune de pauvre ne les a pas. Elle voudrait bien, mais comme le chantait une chanteuse, elle peut point. Et donc, elle voudrait bien dépenser, mais comme elle n'a pas les ressources, et donc les charges réelles, ce n'est pas forcément les charges constatées, et on compare souvent ces deux choses. Je conclurai en disant que je regrette quand même si l'impôt local reste essentiel, que l'impôt universel qui était la TH est disparu. Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus toutes les tranches de population qui payent l'impôt, et moi je crois que l'impôt, c'est son universalité qui fait sa valeur. Qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation. Quand tout le monde paye, eh bien, on a des contribuables, on a un lien direct entre l'administration, entre le politique et le citoyen, qu'on perd quand l'impôt n'est plus payé par tout le monde. Et ensuite, sur la CVAE, donc, moi je veux bien, mais est-ce qu'on envisagera quand même une taxe sur les nuisances? Parce que l'activité économique, c'est souvent aussi des nuisances qui, si elles sont compensées par des ressources, sont supportées. Mais lorsqu'il y a des nuisances sans contrepartie, eh bien, les élus locaux et la population tentent à rejeter, et on voit ici ou là certaines prises de position, déjà depuis que l'impôt économique a été transféré à l'Interco, ou des communes qui supportaient la carrière, malgré les pétards et la poussière, ne la supportent plus depuis que l'impôt part à l'Interco au lieu de rester dans la commune. Voilà les quelques remarques que je voulais faire et quelques questions. Merci Christian. Vincent Delahaye, puis Éric Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président. C'est vrai que c'est un sujet compliqué, les finances locales, et que c'est un sujet sur lequel, à mon avis, il ne faut pas partir en cherchant immédiatement le consensus, mais il faut plutôt chercher de la clarté et de l'efficacité, et ne pas hésiter à mettre les pieds dans le plat si on veut pouvoir avancer. Parce que si on cherche le consensus systématiquement, on n'avancera pas. Alors, depuis quelques années, on assiste finalement à la suppression de taxes locales. C'est sans doute plus facile de supprimer des taxes locales que des taxes nationales. Et que cette suppression entraîne deux conséquences néfastes. C'est d'abord de couper un certain nombre de citoyens de la dépense locale et de la vie locale, puisqu'ils sont plus contributeurs. Et puis la deuxième, c'est de rendre les collectivités de plus en plus dépendantes de l'État. Donc ça, c'est ces deux écueils qu'à mon avis, il faudrait réussir quand même à inverser. Et dans cette deuxième partie de la dépendance vis-à-vis de l'État, moi, je suis aussi, comme Hervé Maurey, resté un peu sur ma faim par rapport à ce que vous appelez la rationalisation des dotations. Alors, je ne sais pas si c'est la réforme des dotations, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, à force d'avoir changé les références d'un certain nombre de dotations, on a un système qui n'est plus du tout compréhensible et qui varie, alors parfois de choses négatives, mais de 0 à 800 € par habitant, c'est incompréhensible sur le plan local. Dans mon département, moi, je fais un bilan annuel et effectivement, je n'arrive pas à avoir d'explication. Donc, est-ce que vous êtes partisan d'une réforme de ces dotations? Merci Vincent. Éric Bocquet, puis Vanina Paoli-Gagin.
Oui, merci Monsieur le Président. J'ai toujours souligné la qualité des rapports de la Cour des comptes, mais parfois je ne partage pas les recommandations. Il y a quelques irritants qui nous amènent à réagir, mais la qualité des rapports est là, et ce rapport vraiment est intéressant et utile, et il tombe à point nommé, à un moment où tous les élus s'interrogent pour savoir comment ils vont boucler l'année, pour savoir s'ils vont installer des décorations de Noël, pour savoir de quel excédent ils vont disposer en 2023, pour faire de l'investissement. Donc vraiment, il y a matière à donner de la visibilité à l'ensemble des élus, parce que les questionnements sont exprimés, vous le savez bien, dans les assemblées générales en ce moment, dans tous les congrès départementaux des maires, les maires ruraux, de partout ça monte. Alors, voilà le premier point que je voulais aborder. Ensuite, une question que je partage avec Hervé Maurey sur... Vous dites, Monsieur le Premier Président, que les impôts nationaux auraient l'avantage de donner davantage de visibilité aux élus locaux. Je ne partage pas trop en vouloir, je ne comprends pas très bien, au contraire, parce que ce sont des impôts que les collectivités ne maîtrisent pas, qui sont sujets à variation en fonction des crises, crise Covid, crise énergétique du moment, récession économique, etc. Donc je ne vois pas très bien en quoi ça constitue un gage de visibilité, le recours aux impôts nationaux partagés. Je me félicite que vous reteniez dans les 3 options polaires le maintien des dotations d'État renforcées de manière à garantir l'autonomie fiscale et financière des communes. C'est bien que ce point ne soit pas évacué, éliminé d'emblée dans vos réflexions. Je trouve ça très positif. Deuxième point que je voulais évoquer, je me félicite également que vous fassiez figurer à la page 27 le tableau comparatif des 6 pays de l'Union européenne que sont la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Pologne et l'Italie, et qui montre que la France n'est pas celle qui dépense le plus en euros par habitant par ses collectivités. Et quand on connaît l'importance des collectivités dans la mise en place des services publics locaux, l'investissement public est encore supérieur à 70%, c'est bien de le rappeler, parce qu'on entend cette petite musique régulièrement, des collectivités obèses, dispendieuses, etc., coûteuses. Ce tableau remet les choses un peu en place. Et dernière chose que je voulais dire, je suggère que ce rapport soit envoyé à Monsieur le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, pour qu'il en prenne connaissance et suscite sa réflexion. Je vais lire un extrait d'une interview qu'il a donnée à la Gazette la semaine dernière. Ce n'est pas très long, je vais me permettre de citer. À propos de la maîtrise des dépenses des collectivités, il dit ceci. « Il faut qu'il y ait un cadre qui s'installe pour que, si jamais des collectivités et des strates ne font pas l'effort de maîtrise de la hausse de leurs dépenses de fonctionnement, il puisse y avoir une incitation. » Jusque-là, ça va. La première année, ce sera l'absence d'accès à toute dotation de l'État. DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, DETR, fonds vert. Pour les collectivités n'ayant pas respecté l'objectif, au sein d'une catégorie qui ne l'a pas atteint non plus. Ensuite, si manifestement il n'y a pas vraiment de volonté de s'inscrire dans cette trajectoire, alors que les autres collectivités le font, il pourrait y avoir des reprises, mais je ne me place pas dans cette optique-là. Tout ça est dit dans un langage très persien, incitation, reprise, non-accès à des dotations, c'est quand même une forme de mise sous tutelle directe des collectivités. Donc je suggère que ce rapport soit envoyé à Monsieur le ministre dès que possible, si c'est possible d'ailleurs. Merci. Merci, merci Eric. Vanina Paoli-Gagin, oui, Monsieur le Président. Puis Victorin Lurel. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président. Merci pour ce travail de rapport qui suscite 3 interrogations. Sur la solidarité d'abord, je n'ai pas vu, sauf erreur de ma part, mention du FPIC. Et j'avais envie de comprendre si vous estimez que ce dispositif, qui ne devait pas être pérenne, doivent être réévalués, notamment dans ses clés de répartition. Pour ma part, dans mon département, 80% des flux vont à la métropole et il y a un certain nombre de communes rurales qui s'interrogent sur la justice, entre guillemets, fiscale au regard de cette clé de répartition. Vous, dans un de vos scénarios, je crois, vous préconisez un retour de la fiscalité de l'énergie à l'État. Est-ce que ça couvre l'IFER? Parce que si c'est le cas, avec l'accélération du déploiement des projets ENR sur les territoires et les problèmes croissants aussi d'acceptabilité des projets, je doute que s'il n'y a pas de retour pécunier sous forme fiscale aux territoires concernés et aux habitants de ces territoires qui subissent d'une certaine manière une partie des externalités négatives de ces projets, ce soit un peu difficile. Et enfin, je m'interroge sur la piste de solution en termes de gouvernance.
N'a-t-on pas d'autre remède dans notre pays pour tous les maux que nous avons que de créer de nouvelles structures, puisque est préconisée la création d'une autorité administrative indépendante, sans suppression corrélative? Enfin, j'ai pas vu des organismes qui existent d'ores et déjà. Merci beaucoup. Merci Vanina. Victorin Lurel, puis Jean-Baptiste Blanc. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais pour ma part féliciter la Commission des finances, nos présidents et rapporteurs, pour avoir demandé cet excellent rapport et bien entendu le travail de la Cour des comptes et de ses sections. Le Président a évoqué la situation apparemment fort favorable des collectivités. Mais des collègues qui m'ont précédé l'ont déjà dit. Bon, il y a de vraies différences, il y a des strates différentes et il y a des communes pauvres et des communes qui ont de vraies difficultés. À mon sens, une petite différenciation. C'est vrai que je n'ai pas l'avantage d'avoir lu le rapport lui-même, mais j'ai lu la synthèse et ça me paraît nécessaire de faire la distinction. Il y a des communes qui ont et des collectivités en général qui ont de vraies difficultés. Un regret, c'est qu'il n'y ait pas un volet Corse et Outre-mer. La situation est fort différente. Et après le rapport Patient et Cazeneuve, je crois que ça mérite une réactualisation. Et je demanderai à nos présidents et rapporteurs de demander le même type de rapport pour les Outre-mer et la Corse. Sur les scénarios, le premier scénario qui apparemment aurait la préférence de la Cour, c'est le sentiment que je retire de cette lecture, puisque ce serait équilibré, il n'y aurait pas de perdant ni de gagnant, et qu'il y aurait une rationalisation des dotations. Ça mériterait d'être précisé. Vous appuyez sur ce que prépare l'État, la suppression de la CVAE. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, notamment une possible suppression de la C3S? Est-ce qu'on peut faire ça? D'ailleurs, c'est une demande faite, il me semble, par l'Association des maires de France, et qui aurait le bénéfice il me semble, de mieux préserver les communes. Est-ce que ça peut entrer dans cette simulation-là, peut-être pour encore améliorer son rendu? Sur le deuxième scénario, est-ce que vous intégrez, j'ai entendu ça, la DGF, et pourquoi pour les départements, peut-être que la réponse figure dans le rapport lui-même, mais pourquoi limiter à 63% la dotation d'action sociale? Est-ce qu'il y a là une raison mathématique ou statistique qui justifierait ce ratio-là, ce taux-là? Je connais certaines collectivités qui ont un reste à charge considérable. Et est-ce que ce taux-là satisferait à cet objectif d'équilibre? Sur le troisième scénario, j'avoue que je ne le comprends pas, puisqu'il y a là un triple équilibre à préserver, un triple objectif à préserver, l'équilibre, la territorialisation et la solidarité. Je ne crois pas très bien comment goupiller ça. Peut-être que c'est dans le rapport, mais si vous avez quelques mots de clarification, j'en serais fort aise. Enfin, sur la gouvernance, certains ici et ailleurs ont évoqué une possible loi de financement des collectivités. Là, vous proposez soit une autorité indépendante, soit un renforcement du comité des finances locales. Est-ce inactuel, inefficace d'avoir ou de penser ou de réfléchir, même si ça demande au préalable peut-être une réforme constitutionnelle, qu'il y ait une loi de financement avec cette possibilité de dialogue et de permanence des rapports entre l'État, entre le central et le local? Est-ce que c'est possible? Voilà donc très rapidement ce que j'avais à dire. Merci Victorin. Jean-Baptiste Blanc et Bernard Delcros, s'il n'y a pas d'autres demandes, conclura les questions. Merci Monsieur le Président. Je voulais à mon tour saluer la qualité de ce travail et notamment les trois options dites polaires qui sont mises sur la table. Je voulais poser une question de climatisation.
dans la foulée, puisque se pose aussi, le rapport l'évoque, la question du financement de la transition écologique et probablement de sa fiscalité. Et par transition écologique, j'entends le financement du zéro artificialisation nette, évoqué par certains collègues aussi. Donc, à ce titre, on attend un autre rapport dans les prochains jours, celui du Conseil des prélèvements obligatoires. On l'attend ardemment, parce que cette question est très sensible dans tous les territoires, celle du financement du ZAN et probablement de la fiscalité du ZAN, qui appellera de notre part un grand effort d'imagination fiscale. Merci. Jean-Baptiste Bernard n'aura pas finalement la chance de conclure. C'est Marc Laménie qui l'aura. Donc, Bernard Delcros. Très vite. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce rapport. Je voudrais tout d'abord rappeler, comme l'ont fait d'ailleurs Hervé Maurey et Éric Bocquet, je crois, vous avez rappelé au début de votre intervention la situation financière favorable en sortie de crise des collectivités avec un excédent de 4,7 milliards. La note de Bercy l'indiquait aussi. Il faut bien faire attention de ne pas laisser penser que la situation de toutes les collectivités est très bonne. Et derrière cette moyenne se cache, comme ça a été rappelé par un certain nombre de collègues, évidemment des disparités très importantes. Et un certain nombre de collectivités, notamment les plus petites, se trouvent en situation de difficulté pour faire face notamment à l'augmentation des prix. Donc je veux le rappeler parce que voilà, il ne faut pas que ce constat qui est réel, bien sûr, on ne remet pas en cause ça, laisse à penser que toutes les collectivités vont bien. Alors vous avez souvent dans votre rapport utilisé les mots de visibilité, de prévisibilité, de solidarité. Je pense qu'effectivement, ce sont ces mots-là qui doivent guider la réforme et celui de l'autonomie financière aussi. Alors j'ai trois questions. Sur la solidarité, vous avez indiqué, vous avez dit exactement, je pense, la péréquation manque d'objectifs clairs et la péréquation horizontale est largement insuffisante. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Quelle est votre vision sur le sujet? Sur la question, dans vos propositions des recettes des départements et des régions, vous avez dit faut diversifier, on prévoit de diversifier le panier de recettes et donc faire appel à plusieurs impôts nationaux, là où aujourd'hui il n'y en a qu'un à travers la TVA, donc notamment l'IS pour les régions et l'IR pour les départements. Je voudrais bien comprendre l'intérêt de faire appel à plusieurs impôts nationaux plutôt qu'à un seul. Et enfin, je rejoins ce qui a été dit aussi sur la part d'impôt national. Moi, je ne suis pas opposé d'ailleurs à titre personnel à une part d'impôt national parce que je trouve que ça a aussi un effet péréquateur. Mais en revanche, je ne vois pas pourquoi un impôt national aurait une prévisibilité de recettes pour les collectivités qui serait meilleure qu'un impôt local. Donc voilà, si vous pouvez nous apporter quelques explications sur ce sujet, ce serait bien. Merci. Merci Bernard. Et donc, Marc Laménie, pour conclure cette fois. Oui, très rapidement, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes et l'ensemble, je dirais, de tout, pour celles et ceux qui ont travaillé beaucoup sur ces dossiers partagés avec nos deux rapporteurs spéciaux, Claude Raynal et Charles Guéné. Merci pour ces documents de synthèse. Alors, concernant vous intitulez bloc communal, mais c'est vrai que bloc communal et intercommunal, et on s'aperçoit que, je dirais, on reste attaché beaucoup à l'échelon de base que sont les communes, y compris les petites communes, et c'est vrai que les intercommunalités ont pris quand même beaucoup de compétences de plus en plus renforcées. Et concernant les dotations, c'est vrai que l'État reste le premier partenaire financier des collectivités territoriales, bloc communal, les départements et les régions. Et c'est vrai que d'une collectivité à l'autre, et les départements malheureusement investissent beaucoup de moins en moins. Est-ce qu'on pourrait trouver des solutions à ce niveau-là, puisque je dirais le poids du social est réellement important pour les collectivités départementales. La création d'une autorité indépendante. Alors, ma question, modeste certes, mais je dirais il y a déjà beaucoup de travail qui est fait à l'échelle des deux commissions des finances des deux assemblées. Il y a aussi tout le travail de la Cour des comptes, toutes les institutions qui interviennent, les associations d'élus.
vous parlez beaucoup de simplification, mais si une autorité indépendante en plus, ça fait encore un interlocuteur en plus, donc en termes de lisibilité. Et concernant l'ensemble des dotations, fonctionnement et investissement, bon, le but c'est que les collectivités puissent investir, je crois que c'est aussi le... Et vous n'avez pas évoqué le dispositif France Relance, qui tient aussi une place prépondérante. Qu'en est-il et aussi sur son devenir? Je vous remercie. Merci Marc. Nous allons donner une grosse demi-heure à la Cour pour 17 interventions, à peu près 35 questions. Voilà. Monsieur le Premier Président. Si ça vous convient, je prendrai un petit quart d'heure peut-être. Je dis ça pourquoi? Parce que, ayant écouté avec attention les interventions, je les prends autant comme des questions qui nous sont adressées que comme finalement un premier round de débat entre vous à partir de notre rapport. Et donc, je me permettrai de ne pas répondre à tout parce que, d'abord, il y a un certain nombre de réponses qui sont dans le rapport elles-mêmes. Et ensuite, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je ne souhaite pas improviser parce que nous fondons en général sur des analyses. Je dirais simplement que nous restons disponibles pour d'autres travaux avec vous. Et c'est peut-être par là que je voulais commencer, par vous remercier de vos remerciements. Vous avez dit au début de votre intervention, Monsieur le Président, que c'était un sujet impossible. Il l'est. Il l'est parce qu'il est très complexe, il l'est parce qu'il divise, il l'est parce que, comme vous l'avez dit, toucher à quelque chose sur ces sujets immédiatement fait bouger toute une série de forces qui jouent dans d'autres sens, et ça rend très compliqué, en effet, la réforme. Nous en sommes conscients. Mais ce que je voulais vous dire, et je voulais l'ajouter parce que je le sais, moi je suis le premier président de la Cour des comptes, ce sont les équipes qui travaillent. Je sais que tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet à la Cour sont très heureux d'avoir essayé et ont été passionnés par le sujet. Et que ce rapport, nous le voyons modestement comme une contribution pour éclairer le débat, votre débat. Et là, je le dis aussi au rapporteur général, oui, les mots que vous avez prononcés, dialogue, échange, partage, sont fondamentaux. Et les propositions que nous avons faites sur la gouvernance, vous les avez évoquées toutes les deux, sont à nos yeux absolument essentielles. La méthode et le fond, en vérité, de ce sujet sont tellement étroitement imbriqués qu'on ne peut pas avancer sur l'un sans avoir progressé sur l'autre. Ça me paraît tout à fait décisif dans la situation où nous sommes. J'ajoute, enfin, pour terminer ces propos d'introduction générale, que nous restons à votre disposition. Vous avez évoqué la méthode que vous souhaitiez utiliser à partir du rapport pour dialoguer avec d'autres. Si vous souhaitez nous y associer d'une façon ou d'une autre, je pense que nous n'y serons pas hostiles. C'est-à-dire, ce rapport, il se défend pas seulement aujourd'hui, pas seulement dans sa publication, mais on peut ouvrir aussi, je dirais, un petit peu nos cuisines pour dire ce qu'il y a derrière telle et telle option, telle et telle hypothèse, tel et tel scénario. Voilà, pour caler bien le sens de mon intervention et expliquer pourquoi finalement elle sera plus brève qu'elle pourrait l'être, une réponse méticuleuse à ceci ou cela. Ce qui ne m'empêchera pas quand même de dire un certain nombre de choses, Monsieur le Président. D'abord, plusieurs d'entre vous ont tiqué, je crois qu'on peut dire ça, ou souligné, si on ne veut pas prendre de connotation péjorative, le fait que le rapport insisterait sur une situation financière favorable des collectivités, en soulignant tout de suite que c'était trop général. Bien sûr, la Cour publiera d'ici fin octobre son rapport sur la situation financière des collectivités en 2022 et les perspectives après celui de juillet sur les comptes 2021. Ce que nous savons, c'est que le retour de l'inflation pèse sur les achats des collectivités, que la hausse du point d'indice des fonctionnaires décidée pour maintenir leur pouvoir d'achat modifie le contexte, mais que les ressources fiscales, notamment les taxes foncières pour le bloc communal, sont dynamiques, alors que le poids de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires apparaît plus faible dans les dépenses de fonctionnement des départements et des régions. En outre, le gouvernement a adapté ses mesures de soutien dans la LFR 2022, donc nous savons bien que ce que j'ai dit sur le contexte favorable, d'abord, sera relativisé en 2022 par rapport à 2021, et je l'ai souligné dans mon propos introductif. Il faudra être attentif aux évolutions du contexte macroéconomique, aux situations individuelles,
Mais c'est vrai qu'il y a un niveau inédit de l'épargne brute des collectivités en 2021 de 41,4 milliards d'euros, qui dépasse le précédent record de 2019, 39 milliards d'euros, ce qui permet d'être confiant sur la situation globale des collectivités locales. Je le dis, la Cour n'ignore en rien, bien sûr, l'hétérogénéité des situations, voire les inégalités qui peuvent exister. J'ai senti dans les propos du rapporteur général, non pas une suspicion, mais une interrogation sur ce que la Cour pouvait penser par rapport au DMTO et au département. Au fond, je pourrais résumer la question qui est la vôtre. Pourquoi nationaliser les DMTO et retirer au département leur seul levier fiscal? C'est dans la réponse que nous a faite l'Association des départements de France. J'ai dit que 3 raisons justifiaient cette orientation, qui était proposée également par le rapport sur la fiscalité de messieurs Bure et Richard en 2018. C'est une ressource très volatile, difficile à prévoir. C'est une assiette inégalement répartie entre les territoires et ça ne donne pas aujourd'hui un vrai levier local, car si l'assiette est territorialisée, le taux est déjà quasiment uniforme. J'ajoute que l'affectation des DMTO au bloc communal permettrait d'affecter à ce niveau toute la fiscalité locale liée au foncier, en cohérence avec les missions de cet échelon. Une répartition progressive en fonction des critères socio-économiques des territoires permettrait de réduire à la base les inégalités et renforcerait la solidarité du système. Donc non, nous pensons que les départements ont un rôle majeur à jouer. La Cour propose de mettre en place un financement plus équitable et pérenne des départements, avec un partage d'impôts nationaux, une dotation dynamique d'action sociale qui suive les dépenses sociales. Certes, le Sénat, au présenté dans le rapport, retire au département une recette inéquitablement répartie et très volatile, incertaine, mais en échange, les impôts partagés sont dynamiques et la dotation d'action sociale garantirait au moins 63% des dépenses sociales constatées dans chaque département. Bon, mais je dis ça juste pour expliquer ce qu'a été notre option. Nous n'avons évidemment pas voulu privilégier une strate de collectivité au détriment d'une autre. Nous insistons suffisamment dans nos analyses sur les politiques sociales, sur le rôle des départements, et sur y compris les besoins auxquels ils font face, pour être tout à fait conscients de ça. Je voulais simplement rappeler ce qu'était la mécanique. Elle est discutable, elle est à votre disposition, elle a ce mérite-là. J'ai été interrogé, je ne sais pas, monsieur le rapporteur spécial, oui, il y a des choses qui manquent dans ce rapport, naturellement. Il y a des partis qui ont été pris, des options qui ont été choisies. Sur la refonte des critères de répartition, un important travail a été réalisé grâce à l'émission d'une députée, Christiane Pires-Beaune, qui n'a pu aboutir, mais qui avait permis d'établir de façon consensuelle que notre système actuel est dépassé, peu lisible, voire, dans certains cas, source d'inégalité. Et notre proposition, je crois, souligne à quel point cette réforme est indispensable pour allouer presque 30 milliards d'euros de plus de fiscalité nationale aux collectivités que dans le système actuel. Il faut bien définir les critères. Nous n'avons pas détaillé le système de répartition idéal. Il découle de choix politiques structurants qu'il revient à l'exécutif et au législatif de faire. La Cour, j'aime à le dire, n'est ni un pouvoir ni un contre-pouvoir. Elle éclaire la décision publique par ses analyses et ses propositions. Techniquement, la question n'est pas non plus triviale. La Cour, je vous le dis, monsieur le rapporteur, puisque vous avez en quelque sorte lancé cette perche, pourrait approfondir cette question lors d'un prochain rapport, mais ce sujet est directement dépendant du système de financement retenu. Il en découle et ne le précède pas. Vous m'avez aussi interrogé sur les missions de l'autorité indépendante et la différence par rapport au comité des finances locales. Toute réforme du financement des collectivités exige de rétablir une confiance. Le mot est fondamental. Il s'ajoute aux 3 que vous avez mentionnés, monsieur le rapporteur général, fondés sur un dialogue structuré et sur un partage des données et des analyses. La création d'une autorité indépendante qui serait dotée de services et de moyens d'analyse, j'ai insisté sur la donnée dans l'introduction, pourrait être une option. Ce ne serait pas un haut conseil d'experts, comme l'est le haut conseil des finances publiques. Ça devrait être distinct de la Cour, car l'autorité organiserait la concertation entre les représentants des collectivités et l'État. Une présidence indépendante permettrait de faciliter l'appropriation des enjeux financiers et des constats à partager. Et on pourrait envisager plusieurs missions, un rôle de garant des principes de financement des collectivités locales, un rôle d'avis sur les textes financiers, un rôle de production et de commande d'études et d'analyses. À défaut d'une autorité administrative indépendante, le rapport préconise, à minima, une réforme à la fois des missions
au-delà de la DGF qui ne concerne plus les régions, et de la composition du comité des finances locales pour qu'il y ait plus d'indépendance, de représentativité des différents niveaux de collectivité, pour renforcer le dialogue horizontal et aussi, sans doute, les moyens d'analyse. Voilà les options que nous vous soumettons. La Cour, je le précise, a travaillé dans ce rapport à 4 de compétences inchangées. Là aussi, vous avez évoqué cette question, parce que c'est un sujet qui est peut-être déjà vaste et ambitieux tel quel, mais je suis d'accord qu'il y a une réflexion globale à avoir sur la décentralisation, 40 ans après le premier acte engagé. Et c'est pourquoi, je vous le dis ici, j'aurai peut-être l'occasion de revenir à cette occasion, j'ai souhaité que la Cour consacre son rapport public annuel, je le ferai, donc je reviendrai, début 23, au bilan et perspective de la décentralisation, 40 ans après, en abordant alors le sujet des compétences. Donc nous allons y revenir. Je sais aussi que votre Assemblée a relancé la semaine dernière un groupe de travail sur la décentralisation, présidé par Mme Gatel, auquel je crois vous participez tous les deux, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, qui rendra ses conclusions en avril prochain. Et là encore, peut-être notre rapport public pourra aider à éclairer vos propres travaux. Alors, ensuite, j'en viens à diverses questions, encore une fois, sans les traiter toutes, mais nous pourrons poursuivre ce dialogue. On m'a interrogé sur la CVAE. Je ne sais pas ce que le gouvernement décidera. Il est clair tout de même que l'option a été prise de supprimer progressivement la CVAE, et ça s'inscrit dans une volonté qui est celle de réduire les impôts de production. C'est un choix politique sur lequel je n'ai pas à me prononcer. Ce que j'ai dit en revanche, je l'ai dit devant vous il y a quelques semaines, je le redis ici, c'est que la Cour, et j'ajoute très personnellement, j'en suis persuadé, considère que la situation des finances publiques ne permet pas de poursuivre les baisses d'impôts sans compensation par d'autres hausses d'impôts ou par des baisses de dépenses. Les baisses d'impôts sèches ne sont pas dans les moyens du pays au moment où il faut rétablir la situation des finances publiques. Vous m'avez interrogé sur ce sujet-là. Je vous renvoie à la fois aux analyses du Haut Conseil des finances publiques et à celles de la Cour sur les scénarios à suivre, en précisant bien sûr, mais vous l'avez dit les uns et les autres, que personne ne peut être exonéré de sa part d'effort, à condition que ce soit la juste part. Sur la compensation par la TVA, c'est sans doute la plus simple, mais la TVA, qui est le premier impôt de France, est partagée à plus de 50% avec la sécurité sociale et la collectivité locale, donc ce n'est pas quelque chose sur lequel il y a des marges de manœuvre considérables. On m'a interrogé sur la prévisibilité de l'impôt national. Elle n'est pas parfaite, mais elle est supérieure à celle des dotations. La TVA est stable car elle est liée à la consommation. L'impôt sur le revenu est également globalement stable. C'est moins le cas, j'en conviens, de l'impôt sur les sociétés, mais si on se compare aux autres types de ressources, il y a tout de même une stabilité plus grande. C'est pour ça que nous avons fait cette proposition. L'État, je le note, préfère supprimer les impôts des autres que les siens propres. Plusieurs d'entre vous m'ont interrogé en la matière. Et en contrepartie, il compense par des impôts partagés. Nous n'avons pas étudié dans le détail les dotations, sauf à dire que les dotations de péréquation sont insuffisamment sélectives. Mais là aussi, c'est un sujet sur lequel nous pourrons revenir dans le passé. Sur le retour de la fiscalité énergétique à l'État, ça ne concerne pas l'IFER qui irait au bloc communal. Nous n'avons pas, en effet, examiné l'outre-mer et la Corse, car il y a là des ressources très spécifiques et nous étions déjà dans un rapport qui nous occupait suffisamment, mais nous pourrions en effet y revenir. Là encore, je rappelle que le 58.2 est fait pour que vous puissiez nous soumettre un certain nombre de rapports, et nous le faisons toujours. J'ai évoqué la passion que les équipes ont mis à ce rapport avec un très très grand plaisir. Donc, je ne sais pas, mais ça vous revient de discuter avec votre président, avec le rapporteur général, de ce que vous pourriez nous demander sur la suppression de la C3S. Elle n'a pas le même impact sur la compétitivité des entreprises, car la C3S est très concentrée. Là, je fais appel à ma mémoire d'auparavant. Sur une loi de finances locales, la Cour partage l'objectif d'une vision plus globale des finances locales, constatant que le Parlement n'a pas une présentation unique de l'ensemble des moyens consacrés par l'État aux collectivités territoriales. Elle a raisonné à cadre constitutionnel constant, elle le fait toujours, ce qui ne permet pas
de créer une nouvelle catégorie de loi financière. Nous interdisons les incursions dans ce domaine. Nous sommes conscients en même temps des enjeux. Et donc, nous préconisons, comme dans notre rapport de novembre 2020 sur la gouvernance des finances publiques, de rassembler dans une mission budgétaire unique les crédits de l'actuelle mission en relation avec les collectivités territoriales, avec les subventions des ministères, les prélèvements sur recettes, la fiscalité partagée. La réforme organique de décembre 2021 n'a cependant pas retenu cette option, vous le savez, et prévu un rapport sur les finances locales annexé au PLF. Vous aurez pour la première fois ce rapport à examiner avec le PLF 2023. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Est-ce que nous sommes au bout de l'ambition? Pas nécessairement, mais encore une fois, c'est le champ du politique. Enfin, dernière question, je vais annoncer un petit quart d'heure à laquelle je peux répondre, mais peut-être Christian Charpie a un ou deux sujets à ajouter, sur les conséquences de la transition écologique, la climatisation, comme ça a été dit. C'est fondamental. Dans notre scénario, nous avons proposé de remonter à l'État la fiscalité écologique aujourd'hui affectée aux collectivités, et plus précisément la TICPE affectée aux régions et départements, la taxe sur les certificats d'immatriculation affectée aux régions, la taxe sur la consommation finale d'électricité bénéficiant aux communes et départements. Il est apparu logique à la Cour de redonner à l'État le pilotage de cette fiscalité pour l'inscrire dans une politique globale de transition écologique qui peut conduire à des évolutions dans le cadre européen ou à des choix motivés par des enjeux écologiques qui ne doivent pas impacter les collectivités. Lors de notre instruction, nous avons par ailleurs constaté que cette proposition rejoignait une préoccupation des régions d'un rendement décroissant de ces recettes du fait de la fin annoncée des moteurs thermiques à l'horizon 2035, ce qui est, vous savez, déjà décidé par le Parlement européen. Pour ce qui concerne plus précisément le zéro artificialisation nette des sols, le Conseil des prélèvements obligatoires travaille activement à vous présenter très prochainement un diagnostic et à vous proposer des pistes pour mettre en cohérence la fiscalité locale et ses objectifs. Je crois que le rapport va être adopté très prochainement, et la semaine prochaine même. Donc voilà, on viendra vous le présenter très, très vite. Vous recevrez tout ça dans les tout prochains jours. Voilà ce que je pouvais dire en terminant. J'ajouterai que le ministre des Comptes publics sera bien sûr destinataire de ce rapport, mais que ses services le connaissent déjà. Christian, tu veux dire Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Président. Quelques mots complémentaires sur des questions plus précises qui avaient été posées. Le taux de 63% que nous avons retenu, en fait, c'est parce qu'on ne voulait pas affecter le taux d'autonomie financière des départements au-delà de ce qui était nécessaire, ce qui est permis par la loi organique. Donc c'est pour ça que ce taux est un peu... Enfin, il nous paraît déjà significatif en termes de montant. Deuxième élément, sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la surtaxe, elle est possible que dans un certain nombre de situations. C'est vrai qu'on ne l'a pas étudié dans le détail. On pense néanmoins, comme ça, en réagissant rapidement, qu'il faut quand même garder un certain encadrement de ce taux majoré pour ne pas éviter de peser, d'avoir une trop grande inégalité entre les résidences secondaires et le reste de la fiscalité locale. Mais c'est un sujet qui pourrait être étudié. Sur la péréquation, le Premier Président l'a évoqué, c'est vrai que nous sommes assez critiques parce que les montants finalement sont relativement limités. La péréquation verticale, c'est celle qui va de l'État aux collectivités locales, c'est 8,5 milliards d'euros, essentiellement par la DGF. La péréquation horizontale, c'est à peu près 4 milliards d'euros. Concentrée, c'est vrai, fortement sur la DMTO, étant d'1,7 milliard dans mon souvenir. Nous pensons qu'on peut faire un peu plus et nous ne sommes pas convaincus non plus que les deux dotations solidarité urbaine et pour les territoires ruraux soient suffisamment sélectives, parce que le nombre de communes qui en bénéficient est tout à fait considérable. Voilà. Et c'est un sujet sur lequel, à notre sens, il faut continuer à pouvoir travailler. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la recommandation 4 qui a été évoquée par plusieurs d'entre vous. Au fond, on dit qu'il faut répartir les impôts ou les dotations en fonction des besoins des collectivités. Alors, on ne vise pas à remettre en cause la libre administration des collectivités locales. Chacun décide comme il se de dépenser. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faudrait que des critères socio-économiques un peu objectifs, nombre de jeunes, kilomètres de route, soient vraiment utilisés pleinement pour qu'on répartisse ces impôts partagés et ces dotations en fonction de ces critères socio-économiques objectifs. Ensuite, il appartient aux communes et aux régions, aux départements de faire comme ils le souhaitent. Mais voilà, il n'est pas question de dire qu'il y a des coûts objectifs par
service public doit respecter les départements. C'est peut-être une ambition de la direction du budget, ce n'est pas la nôtre. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel de ce que je pouvais dire, mais effectivement, nous sommes à la disposition de la Commission des finances s'ils veulent aller plus loin sur certains points qui n'ont pas été évoqués aujourd'hui. Merci, Monsieur le Premier Président. Merci, Monsieur le Président. Merci à ceux qui ont travaillé avec vous encore une fois. Vous avez pu noter que dans les questions, en tout cas, il y a eu de l'intérêt, évidemment, pour ce travail. Et donc, c'est effectivement une phase maintenant qui s'ouvre à partir de ce document pour que nous puissions nous-mêmes avancer sur ces sujets. Je vous propose, mes chers collègues,